Ici Satou. La première fois que je me suis assis près de l'aile d'un avion, je me souviens avoir été alarmé par le mouvement de l'aile dans le vent, bien plus que prévu. Mais je m'y suis habitué et j'ai simplement profité du paysage. Duc Vistal, quel plaisir de vous voir aussi joyeux. Vous aussi, baronnet Mosado. Peu après le décollage du dirigeable de Labyrinth City, je fus convoqué dans la salle des visiteurs VIP des nobles, en compagnie du baronnet Gélil Mosado, noble écarlate, et d'autres nobles. D'autres explorateurs à l'insigne de Mithril étaient également honorés dans la capitale royale, mais aucun roturier n'était invité dans cette salle. Mais hormis le baronnet Gélil, la plupart des nobles présents n'avaient que des titres honorifiques ou étaient des enfants de nobles. Agenouillé au pied de la table, j'ai jeté un coup d'œil au duc Vistal, qui est entré après nous. Comme son oncle le général Ertal, c'était un homme dans la fleur de l'âge, aux traits sévères et au nez acéré. En fait, bien que neveu du général, il semblait presque aussi âgé. Le duc Vistal n'étant pas de sang royal, l'étiquette du royaume de Shiga n'exigeait pas de s'incliner. Cependant, que ce soit en raison de sa lignée de cousin du roi ou de son autorité absolue, tous ceux qui étaient déjà entrés dans la pièce s'agenouillèrent à son entrée, alors je m'agenouillai comme un japonais. J'ai entendu dire par Labert que vous avez fait un travail remarquable. Le duc Vistal félicita le baronnet Gélil pour son commandement et ses stratégies remarquables qui lui ont permis de vaincre le puissant maître d'étage de la strate moyenne du labyrinthe. Peut-être dirigerez-vous notre armée un jour, ou rejoindrez-vous les 8 de Shiga pour accumuler vos exploits? C'est un honneur dont je n'oserais même pas rêver, mais en tant que guerrier du royaume de Shiga, j'espère certainement l'obtenir un jour. Le baronnet Gélil répondit nerveusement aux éloges du duc Vistal. Je m'ennuyais un peu, alors je cherchais le nom inconnu de Labert sur la carte et trouvai l'un des subordonnés du duc Vistal, un utilisateur de magie de la terre qui avait également vaincu le maître d'étage avec le baronnet Gélil. Le duc Vistal avait dû l'envoyer aider le baronnet Gélil à vaincre le maître d'étage. Peut-être le duc Vistal était-il à bord de ce dirigeable pour féliciter le baronnet Gélil. Finalement, la conversation entre le duc Vistal et le baronnet Gélil prit fin, et le duc s'adressa aux autres explorateurs de descendance noble pour les féliciter un par un d'avoir vaincu le maître d'étage. Il adressa ensuite quelques félicitations plus brèves aux nobles honoraires, et ce fut enfin mon tour. À en juger par son expression, j'eus l'impression qu'il n'était pas ravi de me parler. J'ai apprécié votre petit numéro d'acrobatie. Peut-être avez-vous l'étoffe d'un meilleur artiste de rue qu'un explorateur? Karina serait probablement furieuse si elle l'entendait parler de « performance acrobatique ». Mais en réalité, parcourir le continent en spectacle avec la musique de Mia, le chant d'Arisa et les danses de Pochi et Tama semblaient vraiment amusants. Je n'étais peut-être pas censé le prendre comme ça, mais ça a l'air vraiment amusant. Quand nous aurons terminé nos explorations, nous ne manquerons pas de faire une tournée dans votre ville fortifiée, votre Excellence. J'ai accidentellement lâché une réponse honnête, ce qui m'a valu un regard noir du duc. Plus grand que titre acquis, agitateur innocent, j'ai reçu un titre étrange pour ma peine, mais j'ai décidé de l'ignorer. Le duc voulait probablement être impoli, alors ma réponse sérieuse lui a peut-être semblé sarcastique. Et moi qui pensais qu'il me traiterait simplement de « paysan parvenu », et ricanerait, ou je ne sais quoi. Il semble que le duc Ugouche ait l'intention de vous recommander comme successeur de Sir Torel, mais les 8 Shiga ne sont pas faits pour quelqu'un sans une réelle force. Au début, je ne savais pas qui était Sir Torel, mais vu le contexte, il devait s'agir d'un membre des 8 Shiga qui prenait sa retraite. À bien y penser, Zena avait aussi mentionné un certain Sir Torel lorsqu'elle m'avait raconté leur voyage. Si je me souviens bien, il avait défié un dragon mineur et avait été grièvement blessé. Malgré tout, même s'il me considérait comme un ennemi politique, je trouve un peu exagéré d'affirmer qu'un explorateur à l'insigne de Mithril n'a pas de force réelle. Votre Excellence, lui chuchota à l'oreille un assistant du duc, doté de la compétence analyse de personne. Le duc haussa légèrement un sourcil, me regarda et haussa la tête avec irritation. De plus, les hauts faits d'armes ne suffisent pas à devenir un guerrier représentant le royaume de Shiga. Il faut avoir l'élégance et le raffinement nécessaires pour montrer l'exemple au peuple. Il dut orienter sa critique, car l'assistant lui avait révélé mon niveau. Bien sûr, ce n'était pas mon niveau absurdement élevé de 311, le niveau officiel que j'avais défini dans mon onglet réseaux sociaux. Avant de vaincre le seigneur démon à tête de chien, mon niveau affiché publiquement était fixé autour de 30, mais maintenant je l'avais augmenté à 45. C'était à peu près le même niveau que celui du baronnet Gélil, ce qui expliquerait pourquoi le duc avait brusquement modifié ses critères pour un membre des 8 Shiga. Rares sont ceux qui possèdent toutes ces qualités. Le duc jeta un coup d'œil au baronnet Gélil et hocha la tête solennellement. Ah, il comptait donc contrer le duc Ugouche en nommant le baronnet Gélil. Je ne voulais pas vraiment être un pion dans cette bataille politique.
Si je restais coincé dans les 8 gigas, je ne pourrais plus faire de tourisme. De plus, ce serait stressant de savoir qu'un seul faux pas pourrait me valoir une ribambelle d'ennemis. J'apprécie votre conseil, votre excellence. Pour l'instant, j'essayais de compenser mon impolitesse par une réponse inoffensive. Si les étincelles commençaient vraiment à jaillir, je pourrais toujours prendre un nouveau faux nom, me faire passer pour un mystérieux candidat d'un tiers parti et ainsi voler le siège des 8 gigas. Ensuite, une fois les choses réglées, mon personnage d'épéiste mystérieux défierait un dragon et mourrait tragiquement au combat. Le baronnet Gélil prendrait alors le relais, et tout rentrerait dans l'ordre. Je n'arrive pas à croire que le duc Visti vous en veuille, maître. C'est chercher les ennuis, vous savez? Franchement, pauvre idiot. Lisa acquiesça, approuvant la déclaration d'Arisa, tandis que Mia semblait indifférente. De retour à notre cabine, j'ai raconté à Arisa et aux autres ce qui s'était passé dans le salon VIP, mais pour une raison inconnue, ils semblaient plus préoccupés par le duc Visti que par quiconque. Ils ne semblaient pas s'inquiéter du danger, alors je les ai avertis de me prévenir si des inconnus s'approchaient d'eux. Pendant ce temps, Lulu et Nana observaient dans la cuisine, tandis que Pochi et Tama allaient voir comment Karina se remettait de sa défaite lors de notre confrontation. Et si tu rejoignais vraiment les Shiga 8? Pourquoi ferais-je ça? Ne sois pas ridicule. Si tu étais à ce poste, tu serais traité comme un ministre ou un comte. Ce genre de titre ne m'intéresse pas. Je ne voyais aucun avantage à devenir un noble de haut rang. De plus, si je voulais vraiment la pairie, je suis sûre que je pourrais en parler au roi en tant que Nanashi. Un marquis, ce serait peut-être trop, mais je parie qu'il serait ravi de me faire comte ou quelque chose comme ça. Arg, je te jure, où est passée ton ambition? Tu ne veux pas utiliser tes pouvoirs de tricheur pour réussir dans la vie, comme un protagoniste isekai normal? Si tu devenais comte, tu pourrais épouser autant de filles de nobles que tu veux, tu sais. Calme-toi, Arisa. Arisa s'énervait pour une raison inconnue. Elle avait tendance à perdre le contrôle avec ce genre de clichés. Pourquoi voudrait-elle que je prenne plein d'autres femmes alors qu'elle essaie habituellement de me faire épouser elle? Juste à ce moment-là, Mia est arrivée à la rescousse. L'adultère, c'est mal. Vraiment mal, d'accord? De toute façon, il n'a pas besoin d'autres épouses. Il en a déjà une, tu sais? D'accord, d'accord. Je suis désolée, Mia. Pardonne-moi. Arisa s'est empressée de s'excuser devant l'expression menaçante de Mia. Honnêtement, la seule personne que je voudrais comme épouse, c'est Mademoiselle Aaz, mais j'ai décidé de ne pas préciser à qui Mia faisait référence, car cela ne ferait sans doute qu'aggraver les choses. Lisa n'a pas donné son avis, mais à en juger par son expression et ses manières, elle était probablement d'accord avec Arisa pour que je rejoigne les 8 Shiga. Personnellement, je pensais que Lisa serait plus adaptée à ce rôle. Elle était nettement plus forte que le 3e prince héritier, qui faisait autrefois partie des 8 Shiga. Pochi et Tama étaient également plus forts que le prince, mais ils étaient encore bien trop jeunes pour un rôle comme celui-là, me suis-je dit. On est de retour? On est de retour, monsieur. Pochi et Tama entrèrent dans la pièce, l'air épuisé. C'était inhabituel, vu leur énergie habituelle. Comment allait Dame Karina? Tais-toi, elle refuse de sortir de sa chambre, monsieur. Pochi et Tama s'effondrèrent sur le canapé. Je décidai de les soulager en leur fourrant un morceau de leur chère viande de baleine séchée dans la bouche. C'était le dernier des 90 kilos de viande séchée que j'avais en stock, il faudrait donc que j'en fasse d'autres bientôt. C'est pas possible, de la viande de baleine séchée. J'ai retrouvé mon énergie, monsieur. Elles sautèrent toutes les deux et prirent leurs poses habituelles, la viande séchée encore dans leur bouche. Je leur tapota la tête pour les récompenser de leur dur labeur. Elles s'agitèrent timidement, mais plissèrent les yeux et émirent des sons joyeux. Bon, alors, vous allez voir Mademoiselle Saint? Non, je ne l'avais pas prévu. J'ouvris la bouche pour le dire, mais je m'y ravisais. J'imagine que ce serait un peu cruel de laisser Karina seule alors qu'elle était clairement déprimée. Mon plan initial était de profiter de cette occasion pour que tout le monde échange des informations avec les autres explorateurs de Mithril, mais cela devrait attendre. Bonne idée. Je vais attendre encore un peu, puis j'irai voir comment elle va. On frappa à la porte et Lisa se leva. C'étaient les servantes de Karina, Erina et la nouvelle, ainsi que Lulu et Nana. Sa dame d'honneur, Pina, était toujours dans la chambre avec Karina, dirent-elles. Sire Chevalier, vous devez nous aider. S'il vous plaît. Les deux servantes inclinèrent la tête et me supplièrent de faire quelque chose pour Mademoiselle Karina. Je pensais qu'elles s'inquiétaient un peu plus que nécessaire, mais elles insistèrent sur le fait que la situation était très inhabituelle pour elles. Enfin, on a déposé l'assiette de poulet frit que Lulu lui avait préparée devant sa porte, et elle n'est toujours pas sortie. Erina, ça ne marcherait que sur toi. Pochi, Tama et même Lisa hochaient la tête solennellement derrière moi, mais je les ignorais. Même quand le vicomte Nina la grondait ou que le capitaine Zotol lui donnait des coups de pied aux fesses, l'odeur du poulet frit du chef Gert suffisait toujours à lui remonter le moral. Mais maintenant,
Irina se pressa désespérément contre moi. Je comprenais qu'elle s'inquiétait pour mademoiselle Karina, mais j'aurais aimé qu'elle arrête de presser son mince torse contre mon bras. La nouvelle commençait même à l'imiter. Coupable. Ne t'approche pas si près. Arisa et Mia dégagèrent les deux servantes de mes bras. J'avais déjà prévu d'aller voir mademoiselle Karina, alors nous avons fini par accepter de suivre les servantes jusqu'à sa chambre. Madame Karina, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas quitté votre chambre. Vous sentez-vous bien? J'ai frappé à la porte des appartements de mademoiselle Karina. Bien sûr, il n'y a eu aucune réponse. Je ne savais pas que dame Karina appréciait tellement Sir Knight qu'elle en serait déprimée. Eh bien oui, puisque Sir Knight l'a rejetée, elle va devoir se débrouiller pour trouver un mariage dans la capitale royale. Bien, Lord Baron mis à part, je suis sûr que le vicomte Nina pourrait arranger des fiançailles avec un noble influent en un rien de temps. Aucun doute là-dessus, elle est sur le point de devenir trop vieille pour se marier. Je suis sûr qu'elle préférerait être l'épouse de Sir Knight plutôt que de devoir chercher un fiancé dans la capitale royale. Surtout que ça lui permettrait de continuer à se battre dans le labyrinthe avec Pochi et Tama. Ma compétence, oui aiguë, a été captée lors d'une conversation privée entre le nouveau venu et Irina derrière moi. Il semblait bien connaître mademoiselle Karina après tout ce temps passé ensemble. Mais surtout, que faire maintenant? On va utiliser la stratégie Ama no Iwato. Ama, quoi? La grotte du dieu soleil. Dans le monde du héros, il existe un mythe sur une déesse qui s'est réfugiée dans une grotte. Alors on va utiliser la même stratégie que les dieux ont utilisée pour faire sortir la déesse. Arisa se tenait vaillamment sur la table, essoufflée. Arisa, fais attention à tes manières. Bah, pardon. Après que les réprimandes de Lisa l'eurent poussée à descendre par terre, Arisa expliqua avec empressement la stratégie d'Ama no Iwato et entraîna tout le monde à la cuisine pour préparer un banquet. À mon avis, organiser une fête juste devant la chambre d'un humain réellement déprimé serait tout simplement méchant et les dissuaderait probablement encore plus de sortir. Je m'assis près de la porte de la chambre de mademoiselle Karina et me creusai la tête. Ça ne me dérangerait pas de voir Nana dans le rôle d'Ame no Uzume, la déesse légèrement vêtue qui, dans la légende, exécutait une danse de séduction pour attirer Amaterasu hors de sa grotte, mais connaissant Arisa, elle assumerait probablement ce rôle elle-même ou le confierait à l'un des autres enfants. Me levant résolument, je me dirigeai vers la porte qui séparait mademoiselle Karina du reste du groupe et utilisai la clairvoyance pour voir ce qui se passait dans sa chambre. Pour être honnête, je jetai un coup d'œil dans la chambre d'une jeune femme. Avoir atteint un certain âge n'est certainement pas un bon comportement, mais j'ai décidé de mettre mes réserves morales de côté, juste pour cette fois. Malheureusement, heureusement, mademoiselle Karina portait toujours les mêmes vêtements qu'avant, allongée sur le ventre, là où elle s'était jetée dans son lit. D'après ma carte, elle n'était pas endormie, elle devait donc être encore éveillée. Après confirmation, j'ai utilisé le sort main magique pour déverrouiller la porte de l'intérieur, activant le champ secret pour empêcher tout bruit de s'échapper. Ce serait terrifiant si quelqu'un utilisait ce combo à des fins criminelles, mais quiconque maîtrise la magie du vent, la magie de l'espace et la magie pratique n'aurait pas besoin de recourir au crime pour réussir. Laissant de côté ces pensées absurdes, je suis entré dans la chambre. Raka pulsait en bleu sur la table. À en juger par la répartition de la lumière, il m'avait probablement remarqué, mais il ne semblait pas disposé à alerter mademoiselle Karina. Dame Karina, j'ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas bien. Vous allez bien? Je me suis penchée et lui ai murmuré quelque chose près de son oreiller. Surprise, Karina s'est levée d'un bond et s'est traînée jusqu'à l'autre côté du grand lit, le dos appuyé contre la tête de lit. Oups, comme j'avais fait taire le bruit de la porte qui se déverrouillait, je m'étais aussi glissée sur la pointe des pieds. Bon, je ferais mieux de faire l'idiote. Pardon, je t'ai fait sursauter? Le visage de Karina était si rouge que la rougeur autour de ses yeux était presque imperceptible, ses lèvres s'ouvrant et se refermant silencieusement. Était-ce si choquant? Ses yeux étaient humides de larmes, sans doute de frustration d'avoir perdu la bataille, ce qui la rendait d'autant plus attirante. J'ai fait appel à une image mentale de Miss Haas pour calmer mes désirs. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Kae. Karina a balayé la pièce du regard, puis a semblé reprendre sa résolution et a fermé les yeux. J'ai sorti un mouchoir et essuyé les larmes, puis j'ai utilisé la magie pour les guérir. Voilà, c'était beaucoup mieux. Ça aurait dû être sans danger, puisque Karina avait les yeux fermés et que mon corps bloquait la magie à la vue de Raka. Mais même après avoir fini, elle n'a toujours pas ouvert les yeux. Elle est si vulnérable. Si j'avais été un homme plus prédateur, l'occasion aurait été parfaite pour un baiser, ou je ne sais quoi d'autre. C'est fait, tu peux ouvrir les yeux. Karina cligna des yeux à plusieurs reprises, puis me fixa, incrédule. Ce contact visuel semblait lui déplaire. Elle gonfla les joues. Satou, tu es une vraie brute, je te jure. Sur ces mots, elle me jeta son oreiller au visage.
Comme ma vue était par ailleurs obstruée par l'oreiller, j'ai remarqué quelques nouveaux titres dans mon journal, dans un coin. Plus grand que Titraki, voleuse de magie, Titraki, intruse silencieuse, Titraki, voleuse de cœur. Je ne pense pas que j'ai vraiment envie de ce dernier, merci. Le repas est arrivé, monsieur. Une montagne de poulet? Pochi et Tama se précipitèrent dans la pièce en criant d'excitation. J'étais sincèrement reconnaissant, car je ne savais pas comment gérer Karina qui feignait sa colère tout en se montrant séduisante. Karina a ouvert, monsieur. La stratégie Amaino a fonctionné, monsieur. Non, la stratégie Amano Iwato n'a même pas encore commencé. Tama et Pochi enlaçaient joyeusement Karina. Tandis que Karina s'excusait auprès d'elle, j'ai jeté un coup d'œil à l'énorme assiette qu'elles avaient apportée. Waouh, ça sent bon. Pas de grignotage, monsieur. J'ai voulu vérifier la qualité de la cuisine, mais Pochi m'a réprimandé. Je goûte juste, c'est tout. Oh, alors je suppose que c'est bon, monsieur. Tama goûte aussi? Pochi n'est pas contre les goûts non plus, monsieur. Tu veux dire, réticent, Pochi. J'ai glissé un petit morceau de poulet de l'assiette de Tama dans chacune de leurs bouches, puis un pour moi. La cuisine de Lulu s'est vraiment améliorée. Elle est peut-être même meilleure que la mienne maintenant, et ma compétence cuisine est au maximum. Karina observait Pochi et Tama avec envie, la bouche légèrement ouverte, alors je lui ai donné un petit morceau de poulet aussi. Surprise par cette nourriture inattendue, je suppose, Karina a tremblé en signe de protestation. Elle n'a pas protesté vigoureusement, cependant, donc je suppose qu'elle n'a pas pris la nourriture en elle-même à partie. Juste à ce moment-là, Mia est revenue, suivie peu après par Arisa. Toutes deux portaient des capes intégrales. J'avais peur de demander ce qu'il y avait dessous. Coupable. Prenant la mesure de l'humeur de Karina, Mia a commencé à nous accuser de toutes sortes de choses. Mais en fait, c'est elle et Arisa qui étaient coupables. Oh là là, vous avez déjà attiré Mademoiselle B. Enfin, Madame Karina, hors de sa chambre? Je n'ai pas beaucoup apprécié sa formulation, mais j'ai hoché la tête quand même. Oh, on s'est mis sur notre 31 dans ces tenues séduisantes pour rien. La nuit, bien sûr, j'entendis Arisa et Mia murmurer des conspirations, mais je les ignorais de toutes mes forces. Bon, puisque tout le monde s'était donné tant de mal, autant faire ce banquet, non? Oh, c'est donc l'œuvre du plus grand chef de Labyrinth City. C'est délicieux. Je n'aurais jamais imaginé que le chef légendaire cuisinerait pour nous à bord d'un dirigeable. Les explorateurs en mithril firent tous l'éloge du repas de fête de Lulu en mangeant. Il y avait de la nourriture en abondance, alors j'invitais les autres explorateurs du dirigeable à la salle à manger principale pour une fête. Il y avait plus de monde que prévu, alors j'ai demandé au cuisinier du dirigeable de m'aider en cuisine. La plupart des ingrédients provenaient de mon entrepôt. La majorité des explorateurs en mithril à bord du dirigeable étaient des hommes, mais il y avait aussi 7 ou 8 femmes. J'espérais que Karina serait disposée à se lier d'amitié avec ses camarades exploratrices, mais je me trompais lourdement. Elle était installée au coin de sa table, Irina et la nouvelle servant de barrière de chaque côté tandis qu'elle dévorait sa nourriture. Au début, certains explorateurs masculins, attirés par ses jolis traits et sa poitrine magique, se sont rassemblés autour d'elle, mais Karina n'a pris peur que lorsqu'il était trop nombreux à la serrer. J'ai donc dû assumer la tâche de manager, en veillant à ce qu'il n'y en ait pas plus d'un ou deux à la fois. Bientôt, les hommes comprirent que Karina n'était absolument pas réceptive à leur égard et se mirent à flirter avec les serveuses. Certains explorateurs suivaient aussi Nana, mais elle les traitait avec son air pince sans rire habituel. De toute évidence, seuls les enfants pouvaient briser ces défenses de fer. Une fois les explorateurs finalement retombés, j'essayais de présenter Karina à quelques exploratrices avec lesquelles je m'étais lié d'amitié pendant la fête, mais pour une raison inconnue, elle était sèche et irritable avec elle. Pourquoi était-elle si hostile envers des femmes qui se montraient si amicales avec elle? Heureusement, les exploratrices s'en moquèrent et ne semblèrent pas particulièrement offensées. Et, ne touchez pas à notre maître. Et même, pas de contact physique. Arisa et Mia surgirent entre moi et les exploratrices amicales. Était-elle vraiment aussi tactile? C'était peut-être juste mon imagination, mais Karina sembla se réjouir un peu en voyant Arisa et Mia. Peut-être se montrait-elle un peu aigre envers ces femmes parce qu'elle avait l'impression qu'elles se rapprochaient trop de moi. La prochaine fois que j'essaierai de présenter Karina à de nouveaux amis, je devrais faire plus attention à garder mes distances. Mia joua de la musique dans un coin de la salle à manger relativement grande. Elle jouait un air célèbre, souvent utilisé pour les danses sociales au royaume de Shiga, probablement à la demande d'un des explorateurs. Hommes et femmes se mirent à danser au rythme de la musique, même si aucun ne semblait particulièrement habitué. Promettez-nous de ne pas vous moquer de nous, monsieur. Contrairement à vous et au baronnet Gélil, nous ne sommes que des roturiers. Il faut qu'on s'entraîne un peu avant d'atteindre la capitale royale. Je ne me moquerai pas de vous. On commence tous à un moment ou un autre, après tout.
L'une des exploratrices, probablement la trentaine, expliqua d'un air penaud pourquoi les explorateurs n'étaient pas de très bons danseurs. Une fois arrivés à la capitale royale, ils seraient probablement invités à toutes sortes de fêtes de nobles. Elle voulait probablement s'entraîner à la danse sociale pour ne pas se mettre dans l'embarras. Oh, c'est parfait, je pourrais aussi bien en profiter pour faire s'entraîner mademoiselle Karina. Nous avions eu quelques occasions de danser ensemble dans la vieille capitale, mais je ne pouvais pas vraiment dire qu'elle était une danseuse experte, loin de là. La danse étant une compétence indispensable pour trouver un conjoint au royaume de Shiga, je voulais m'assurer qu'elle s'y mette à fond. Allons, dame Karina, puis-je danser? Je n'ai pas envie de danser. Allez, il faut que tu t'entraînes. De plus, même si tu me marches sur les pieds, personne ne va te gronder ou se moquer de toi ici. Mais, je pris la main de Karina qui s'obstinait à rester assise. Où me trouves-tu si désagréable comme partenaire de danse? Je me penchai vers elle, d'un ton sérieux. Non, Oh, d'accord. Karina est devenue rouge vif en essayant de protester, puis a accepté à contre-cœur dans un murmure à peine audible. Ce n'était pas vraiment la réaction à laquelle je m'attendais, mais ça me convenait tant qu'elle était disposée à s'entraîner. Arisa et Mia ont commencé à protester, mais je les ai apaisés en leur promettant de danser avec elle une fois l'entraînement de Karina terminé. Je voulais être sûre de danser aussi avec Lulu, puisqu'elle avait travaillé si dur pour préparer cette fête. Madame Karina, approchez-vous un peu. T'es très bien. Bon sang, c'est tellement gênant. Le visage troublé de Karina était assurément un peu excitant, mais je devais me concentrer sur son apprentissage. Sois calme, Satou. Ne te laisse pas distraire par les deux miracles qui frôlent ta poitrine. Non, ne fais pas ça. Sentant le regard perçant de Mia me transpercer le dos, j'ai continué à apprendre à danser à mademoiselle Karina. Oui, comme ça, très bien. Pas du tout. Dès qu'elle réussissait un tant soit peu, je la félicitais aussitôt, essayant d'apaiser ses craintes d'être mauvaise en danse. Ne te laisse pas distraire parce que tu ne vois pas tes pieds. Ce n'est rien. La poitrine de Karina était si imposante qu'elle lui occultait complètement le bas du corps, l'empêchant de suivre ses pas en dansant. Cela semblait contribuer à son anxiété. Comment puis-je l'aider à ne plus s'inquiéter? Oh, je sais, imagine ça comme ton jeu de jambes au combat. Aime-t-il ça? Exactement. En abordant la question du combat, elle commençait enfin à prendre le coup de main. Elle était encore loin d'être une experte en danse, mais ses mouvements étaient devenus beaucoup plus précis. Le reste n'était probablement qu'une question d'expérience. Après Karina, j'ai dansé avec Lulu et chacune des autres filles tour à tour, puis j'ai fini par danser avec les servantes de Karina et les exploratrices. Une fois tout cela terminé, j'ai été chargée d'apprendre aux explorateurs masculins à danser. Ce fut un moment difficile, mais l'effort en valait la peine si cela garantissait que les explorateurs seraient prêts à nous aider à l'avenir. La respiration haletante d'Arisa, tandis qu'elle me regardait répéter des pas de danse avec les explorateurs masculins, était un peu agaçante, cependant. Dis donc, monsieur, le pont d'observation est ouvert. On va y jeter un œil. Ça vous dit quelque chose? Finalement, la danse s'est calmée. Nous étions sur le point de terminer la soirée lorsqu'une des exploratrices nous a invités à le rejoindre. Bien sûr, ça a l'air bien. Tout excités, nous nous sommes tous dirigés vers le pont d'observation à l'avant. La salle à manger que nous utilisions était tout au fond, à l'arrière, il nous a donc fallu un certain temps pour y arriver. Alors que nous avancions dans des couloirs étroits qui me faisaient penser à un sous-marin, j'ai aperçu quelques points rouges sur le radar, toujours affichés dans un coin de mon champ de vision. Il devait s'agir de monstres ou de criminels en contrebas. J'ai ouvert la fenêtre des paramètres du radar et, pour l'instant, je l'ai ajusté pour n'afficher que les points rouges des monstres volants de niveau 10 ou plus susceptibles de menacer le dirigeable. J'ai laissé intact le paramètre qui affichait les points rouges pour les individus hostiles à mon égard, au cas où. Il restait des points rouges à proximité. En inspectant la carte, j'ai découvert que les 3 points rouges appartenaient en fait aux montures wyvernes des chevaliers qui volaient à côté du dirigeable en guise de garde. J'ai dû oublier d'exclure les monstres apprivoisés en modifiant les paramètres. Riant de mon erreur, j'ai de nouveau ajusté les paramètres. Alors que nous marchions vers la plateforme d'observation, un monstre volant s'est approché du dirigeable, mais les chevaliers volants l'ont repoussé avant qu'il ne s'approche trop près. Tellement grand? Du joli verre, monsieur. Mais c'est magnifique. La plateforme d'observation à 2 étages était vitrée. Au lieu de verre classique, elle était faite d'un grillage en acier recouvert de cristal afin de minimiser les collisions avec les oiseaux. J'avais également équipé le dirigeable d'une barrière magique inspirée du sort de magie pratique, mur de défense, mais comme elle consommait beaucoup de magie, elle était réservée au combat. De toute façon, sans le sort de magie de la terre, objet de pierre, je n'aurais peut-être pas réussi à construire la plateforme d'observation avec du cristal comme celle-ci.
Bien qu'elle fût techniquement haute de 2 étages, elle avait la forme d'un atrium voûté, de sorte que la terrasse du 2e étage, semblable à un jardin suspendu, ne faisait qu'environ 1/6 de la taille du rez-de-chaussée principal. Ça me rappelle un peu l'ancienne maison de Ray. Arisa faisait référence à Rehan, que nous avions rencontré lors de l'incident de l'Alaki dans les mers du Sud. Une fois nos affaires dans la capitale royale terminées, nous devrions retourner leur rendre visite. À chaque fois que je faisais mon appel quotidien de fin de soirée à Aaz grâce au sort de magie spatiale, téléphone, j'appelais aussi Ray et sa sœur pour prendre des nouvelles, mais nous n'étions pas allés les voir en personne depuis notre passage en route vers la forêt de Bolénan, où les filles s'entraînaient à vaincre un maître d'étage. Maître, on m'a dit que la terrasse du 2e étage était interdite, je vous informe. Nana s'approcha, l'air déçu. Jetant un coup d'œil dans la direction d'où elle venait, je vis des chevaliers du duché de Vistal monter la garde devant l'escalier menant au 2e étage. Il semblait que les multiples épouses du duc de Vistal, ainsi que des filles de nobles et d'importants fonctionnaires, monopolisaient la terrasse du 2e étage. Le baronnet Gélil était également présent, probablement invité par l'une des épouses. J'ai vu « épouse du duc » apparaître souvent sur mon écran de rat. En cherchant ce mot-clé sur la carte, j'ai obtenu 11 correspondances au total. 3 d'entre elles étaient des femmes à peu près de l'âge du duc, mais la fourchette d'âge était assez large. D'en bas, la femme la plus jeune que je pouvais voir avait des traits à peu près aussi juvéniles que ceux de Nana. Mes informations cartographiques confirmaient qu'elle avait 17 ans, soit plusieurs années de moins que l'aînée des filles du duc. En fait, il avait 7 filles à bord du dirigeable, dont la moyenne d'âge était d'environ 14 ans, soit celle de Lulu. Voilà qui suffit sans doute pour en savoir plus sur l'impressionnant arbre généalogique du duc. On pourra y aller plus tard. Je suis sûre qu'elles finiront par s'ennuyer. Oui, maître. Nana hocha la tête et alla rejoindre Arisa et les autres qui regardaient par la fenêtre. Mère, est-ce que toutes les plateformes d'observation des dirigeables offrent une vue aussi magnifique? Pas tout à fait, ma chère. J'ai voyagé sur tous les dirigeables du royaume de Shiga, et cette terrasse offre la plus belle harmonie de lumière, de verdure et de ciel que j'ai jamais vue. Peut-être que Sa Majesté a engagé un nouvel artiste? J'aimerais bien avoir une terrasse comme celle-ci dans notre villa du château, moi aussi. Mon don d'Ouifine m'a permis d'entendre les nobles épouses et filles vanter la vue depuis la terrasse. J'avais fait de nombreux essais et erreurs pour parfaire cette installation, et j'étais donc quelque peu fière d'entendre leurs compliments sincères. Beautiful? Très uriciel Okan, monsieur. Tama et Pochi collèrent leur visage contre la vitre, regardant dehors avec bonheur. Je ne comprenais pas bien ce que Pochi essayait de dire. Mademoiselle Karina et ses servantes regardaient par la fenêtre, les yeux pétillants. Satou, maître, il semblerait que nous puissions sortir sur la terrasse par cette porte. Mia et Lisa s'approchèrent de moi. Est-il vraiment prudent d'y aller? Il y a du vent dehors, je vous signale. Lulu et Nana désignèrent le drapeau de signalisation qui claquait au vent devant la terrasse. Ça devrait aller, vous ne trouvez pas? Regardez cette personne sur le balcon, ses cheveux ne bougent même pas au vent. L'observation d'Arisa était juste. J'utilisais ma compétence « lecture du vent » récemment acquise pour vérifier la direction du vent. Apparemment, la zone autour du balcon était protégée des plus fortes pressions du vent par la magie du vent. On dirait que c'est sûr. Allons voir. Je les ai conduits par la double porte du pont d'observation jusqu'au balcon qui surplombait le pont, situé à environ 2 mètres en contrebas. Maître, la vue d'ici est remarquable, je vous assure. Nana m'a appelé au bout du balcon qui surplombait le navire. De là, on pouvait voir tout le sol en contrebas. Tama et Pochi étaient trop petites pour voir, alors elles ont grimpé sur la rambarde pour observer avec elle. L'intrépide Karina a tenté de grimper à son tour, mais sa dame de compagnie Pina l'a réprimandée. Très haut? C'est très, très haut, monsieur. Pochi voulait peut-être dire, très haut. C'est dangereux, les a avertis Lisa en les attrapant par la ceinture. Invocation de vision d'Enshobato Shukan. Lorsque ma compétence, Wi-Fin, a détecté un sort en train d'être chanté, j'ai levé les yeux et vu un des fonctionnaires du duc Vistal invoquer un pigeon dans le ciel. D'après mon affichage en rat, il possédait la compétence magie d'invocation. Sous mon regard, il m'a informé sans que je lui demande. C'est une communication de routine avec notre domaine royal, et s'est précipité sur la terrasse d'observation. Juste au moment où cet homme un peu louche s'éloignait, une jeune fille est arrivée en courant sur le balcon, vêtue d'une robe luxueuse. Waouh, c'est encore plus incroyable que la terrasse. N'êtes-vous pas d'accord, nounou? C'est dangereux de courir dans un endroit pareil, jeune dame. Vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'il arrive quelque chose, je sauverai la jeune dame immédiatement. Derrière elle se trouvait une nourrice plus âgée et une chevalière. Mon affichage en rat m'a appris que la jeune fille était la plus jeune fille du duc Vistal. Débordant de curiosité, le regard de la jeune noble s'est fixé sur moi. Non, derrière moi. Un peuple aux oreilles d'animaux.
Sur ce cri, elle courut droit devant moi jusqu'à Tama et Pochi, les fixant d'un air impoli. Sont-ils réels, réellement? Êtes-vous vraiment, vraiment un peuple à oreilles d'animaux? Bien sûr que nous sommes réels, monsieur. Pochi est un peuple à oreilles de chien, monsieur. Tama est un imbécile à oreilles de chat? Au début, Tama et Pochi parurent nerveuses, mais dès qu'elles comprirent que la jeune fille ne leur voulait aucun mal, elles lui répondirent normalement. Il ne faut pas être si familière avec les demi-humains, jeune madame. La nourrice, qui devait avoir des préjugés contre les demi-humains, tenta d'éloigner la jeune fille du duc de Tama et Pochi en tendant la main pour toucher leurs oreilles. Grand frère Toriel dit qu'il est mal de mépriser les gens simplement parce que leur race est différente de la nôtre, cependant. Encore des bêtises. Je ne viendrai pas à votre secours si votre père vous gronde, vous savez. Ne vous inquiétez pas, père ne me gronderait jamais. La petite fille sourit avec assurance. Oh, Somiena, te voilà. Ils ont dit qu'on avait le droit d'observer le pont de combat. Tu voulais le voir, n'est-ce pas? Oh, comme c'est merveilleux. Les deux sœurs aînées de la petite fille, qui semblait à peine plus âgée qu'Arisa, vinrent l'inviter à venir voir le pont. Oh, je sais, Pochi et Tama, vous devriez venir aussi. Miaou, on peut, monsieur? Tama et Pochi levèrent les yeux vers moi avec espoir. J'aurais bien aimé les laisser jouer avec des enfants de leur âge, mais les laisser seuls avec une noble de haut rang qu'elles venaient de rencontrer, surtout la fille du duc Vistal, qui semblait m'en vouloir, me semblait être une source d'ennui. Je crains que nous ne devions pas nous imposer à Dame Somiena. Je suis vraiment désolée, mais... Dis donc, comment t'appelles-tu? La petite fille m'interrompit. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire et vassal de la baronnie de Muno. Ah, alors tu t'appelles Satou? Tu peux venir aussi. Comme ça, tu n'auras aucun souci à te faire, n'est-ce pas? Ça va, mes chères sœurs? Elle est plutôt vive d'esprit pour une si petite fille. Comme je n'avais plus aucune raison de refuser et que les deux sœurs m'ont donné leur autorisation avec un sourire réticent, j'ai fini par me faire entraîner. Le reste du groupe n'a pas pu venir, le guide en charge de la visite ayant dit qu'il y aurait trop de monde. Il accepta de faire visiter les lieux aux autres une fois que le groupe de la princesse aurait terminé son observation du pont. Maître, je suis sûr que je n'ai pas à m'inquiéter, mais pas de bêtises. Interdit. Arisa et Mia jetèrent un coup d'œil à la chevalière à la poitrine plutôt plate. Je leur assurai qu'elle n'avait rien à craindre et partis observer le pont avec Tama et Pochi. L'arrivée de la fille du duc m'avait distrait, mais je fis une rapide enquête sur l'officier qui avait invoqué le pigeon plus tôt. Il n'était que niveau 7, mais il possédait de nombreuses compétences administratives en plus de la magie d'invocation. D'après Arisa, la magie exigeait beaucoup de points, il n'y avait donc probablement pas lieu de s'inquiéter. Au cas où, cependant, je lui ai mis un marqueur pour la durée du voyage. Voici le pont d'où le dirigeable est piloté. On nous guida d'abord vers le pont de proue. Bien qu'invisible depuis le balcon en raison de la forme de la coque, ce pont n'était pas loin de la plateforme d'observation. Mon Dieu, même le sol est en verre. Oh, c'est effrayant. Le pont était entouré d'une structure vitrée, semblable à une boîte, pour une visibilité maximale pendant la navigation. Lors des combats contre les monstres, la coque se refermait sur le pont et les vigies informaient le timonier par de petites fenêtres. Contrairement aux autres dirigeables, ce modèle de pointe. Le capitaine nous en dit plus sur le dirigeable en nous faisant visiter les lieux. Il nous expliqua avec enthousiasme comment les dernières technologies permettaient de contrôler l'ensemble du vaisseau depuis la passerelle, mais à sa grande déception, les jeunes nobles ne semblaient pas du tout intéressés. Pourtant, j'aurais préféré qu'ils ne lancent pas de regard jaloux aux personnes qui s'occupaient du radar et de la barre, juste parce qu'elles avaient attiré leur attention. Eh bien, alors, il ne faut pas perturber la navigation. Continuons, d'accord? Après avoir examiné attentivement la pièce, le guide escorta les filles vers la pièce suivante. Lorsque nous quittâmes le pont et empruntâmes le couloir suivant. Votre Excellence, je vous prie de reconsidérer votre décision de déshériter le seigneur Toriel. Votre fils aîné devrait hériter du règne du duché. Assez. Comme si je pouvais faire confiance à un imbécile qui fait aveuglément confiance aux sauvages et met nos villages en danger pour perpétuer mon héritage. J'entendis vaguement une dispute au coin de la rue. Une voix me semblait familière, c'était le duc Vistal. Comme les autres n'avaient pas la compétence « oui fine », ils ne semblaient pas avoir entendu les détails. Ils étaient cependant inquiets, car le ton de la conversation laissait présager une tension. La chevalière se plaça devant ses protégés. Mais c'étaient des voleurs chassés de leur tribu, pas les sauveurs. Les hommes singes. Gardez ces piètres excuses pour les villageois dont les parents ou les enfants ont été tués. Peut-être que leurs bêches et leurs roues suffiront à défricher ce champ de fleurs que vous appelez un cerveau. Le duc déboula en trombe, accompagné de plusieurs membres de son entourage. Même en tenant compte du bruit du dirigeable, il était étrange de constater à quel point il était difficile d'entendre sa voix à si courte distance. Désactivez le système de sécurité.
Dès que le duc eut dit cela, sa voix redevint audible. Somiena, vous visitez le navire? Son expression courroucée s'évanouissant brusquement, il s'adressa à sa cadette d'une voix douce et écœurante. Oh oui, mes sœurs aînées m'ont invité. Comme c'est gentil. Amuse-toi bien, maintenant. Oui, père. Sur ces mots, le duc tapota la tête de sa fille et se dirigea vers le pont, ses chevaliers et ses fonctionnaires à sa suite. Il s'adressa également à ses deux aînés, mais avec moins d'affection qu'à la plus jeune. Sa cadette devait être sa préférée. Le duc me fusilla du regard en passant, soit parce que j'étais trop près de sa fille préférée, soit parce qu'il me détestait à première vue. On continue? Le guide, plaqué contre le mur de façon presque invisible, reprit la visite. Au coin de la rue, nous croisâmes le haut fonctionnaire qui venait d'irriter le duc, et qui était maintenant interpellé par un de ses collègues. Grâce au marqueur sur mon radar, je savais déjà qu'il s'agissait du même utilisateur de magie d'invocation qui avait envoyé le pigeon du balcon plus tôt. Après le départ de son collègue, l'homme resta sur place, et j'entendis un murmure qui éveilla mes soupçons. Il n'y a peut-être vraiment pas d'autre solution. J'aimerais que ces gens-là évitent leur querelle familiale. En vérité, la sécurité dans cette zone semble très stricte. Il le faut, puisque la barrière magique du dirigeable est là. Elle est installée de manière à ce qu'aucun cambrioleur ne puisse s'infiltrer dans cette pièce. Le guide expliqua la nature de la pièce à la garde. En vérité, c'est un dispositif assez imposant. Peut-être même plus grand que la barrière magique du fort. En effet, plus le dirigeable est lourd, plus il nécessite de carburant pour voler. Il est donc préférable d'avoir une barrière comme celle-ci, capable de produire un bouclier en cas de besoin, plutôt que d'alourdir et de densifier la coque. Le chevalier hocha la tête pensivement en entendant l'explication du guide. En tant que soldat, elle semblait très intéressée par ce genre d'équipement. Vraiment, puis-je vous demander ce que pourrait être ce gros appareil tubulaire? Cela, je suis désolé, je n'en suis pas tout à fait sûr. Je demanderai à quelqu'un de plus compétent plus tard. Le tuyau que le guide n'avait pas pu identifier était un câble conducteur magique relié à un propulseur d'appoint de contrôle d'altitude. Ce propulseur était à usage unique, mais il était censé aider à échapper aux attaques que le gouvernail seul ne pouvait contrer. Bien qu'il produisît une vitesse considérable, la propulsion était de courte durée, de sorte que les seuls passagers susceptibles de se blesser étaient ceux se trouvant dans un grand espace comme la plateforme d'observation ou le hangar. Normalement, une notification d'urgence était de toute façon émise avant d'utiliser le propulseur. Et voici le joyau de ce dirigeable de pointe, le dernier moteur coaxial à puissance aérienne. Grâce à des rotations alternées, nous sommes ensuite allés dans la salle des machines, où nous avons observé le four magique, les moteurs coaxiaux à puissance aérienne et enfin les hélices. Au moteur à puissance aérienne, l'ingénieur en chef a commis la même erreur que le capitaine. Je comprenais parfaitement son désir de parler de technologie. Peut-être qu'une fois arrivé dans la capitale royale, je pourrais l'inviter à boire un verre et avoir une bonne discussion approfondie sur les dirigeables. Flappy, tellement tremblant, monsieur. Oui, c'est le gouvernail du dirigeable. En poussant l'air des hélices contre le gouvernail, le dirigeable peut changer de direction. Le guide expliqua le fonctionnement du gouvernail, ou dérive, à Tama et Pochi, rivé à une petite fenêtre dans le couloir. Comme le gouvernail pouvait facilement être brisé par une attaque magique, je l'avais fabriqué dans un matériau à forte résistance magique. Il pouvait résister à plusieurs sorts d'attaques intermédiaires, ou plus puissants, et même ma main magique ne pouvait rien y faire. J'utilisais le même matériau pour les volets de la dérive stabilisatrice et les ailerons rotatifs. En cas d'urgence, la salle de contrôle au-dessus du gouvernail peut le diriger directement en tirant sur un câble. Bien sûr, le fil était également fait de ce matériau. Dommage que je ne puisse m'en vanter, car c'était un secret de Polichinelle que j'avais construit ce dirigeable. Pour les hélices, j'ai utilisé une généreuse quantité de pierres à vent géantes trouvées dans la grotte venteuse des montagnes du Dragon Noir. Oh, c'est quoi ce petit truc qui ressemble à un petit bateau? C'est un canot de sauvetage pour évacuer les personnes importantes en cas d'urgence. Dans le hangar du pont arrière se trouvaient 2 canots de sauvetage pouvant accueillir 16 personnes. J'ai réutilisé des ventilateurs non conformes aux normes du moteur Skypower pour fabriquer un dispositif magique réduisant la vitesse de chute, afin qu'il puisse se laisser tomber d'une hauteur considérable en toute sécurité. Contrairement à un navire, il serait difficile de les déployer en cas de crash, sans possibilité d'atterrissage d'urgence. J'ai donc embarqué un nombre minimal de canots. La visite semblait terminée. Nous avons fait le tour des couloirs arrière et sommes retournés à la plateforme d'observation. En regardant mon radar, j'ai aperçu un marqueur sur le pont arrière. C'était le haut fonctionnaire qui avait irrité le duc plus tôt. Craignant qu'il ne manigance un mauvais coup, j'ai regardé par une petite fenêtre du couloir et j'ai vu qu'il y avait une femme avec lui. D'après ma carte, cette femme s'appelait Leda et était l'une des épouses du duc Vistal.
Au début, j'ai cru qu'il s'agissait de la mère du fils aîné, Toriel, qui était sur le point d'être déshéritée, mais je n'étais pas sûre. C'était faux, elle était l'une des plus jeunes. Burke, après que le fonctionnaire eut offert un cadeau à sa femme, elle l'embrassa passionnément, et une intense séance de baisers s'ensuivit. J'assistais à une liaison extra-conjugale. Satou, se passe-t-il quelque chose d'intéressant dehors? Non, tu as juste raté l'occasion. J'ai poussé les enfants curieux loin de la fenêtre, et nous sommes retournés à la plateforme d'observation. Nous allons maintenant pénétrer dans le territoire du col de Van Wing. Nos mages du vent vont exécuter un rituel pour éloigner les monstres. Nous demandons donc aux personnes à l'ouïe sensible de pénétrer dans la salle insonorisée de la passerelle ou de retourner dans la salle des nobles visiteurs. Après 3 répétitions de cette annonce, les mages du vent émergèrent sur le pont, munis de cordes de sécurité. Les points sur mon radar m'indiquèrent que les épouses qui avaient pris possession de la terrasse se retiraient dans leur quartier. Je me penchai par-dessus la balustrade du balcon pour écouter et retranscrivis le sort de magie rituelle en attendant son activation. PYWEE. Juste au moment où le sort était terminé, un cri strident, tel le cri d'un oiseau monstrueux, retentit. C'était probablement pour tenir les vrais monstres à distance. En consultant ma carte, j'ai vu les points indiquant que les monstres s'arrêtaient ou s'éloignaient de nous. Le sort semblait plutôt efficace. Notre dirigeable a traversé les montagnes sans encombre, la partie la plus dangereuse du voyage vers la capitale royale, sans être attaqué par aucun monstre. En survolant le fort de Van Wing Pass, j'ai aperçu un grand champ bleu au loin. Magnifiquement, tant de fleurs RRR. Ces taches bleues sont des fleurs? Je me demande lesquelles. J'ai senti Arisa utiliser la magie spatiale sans incantation, probablement le sort de clairvoyance. On dirait des fleurs de lotus, mais bleu clair au lieu de violet. Les informations détaillées sur ma carte les indiquaient comme des fleurs de lotus bleu. Tu as raison, ce sont des lotus, ai-je informé Arisa. Oh, maître, pouvez-vous me dire ce que sont ces trucs qui ressemblent à des poteaux téléphoniques? Arisa a pointé du doigt une rangée de colonnes devant le champ. Ce sont des poteaux de barrière. Cette barrière forme un cercle avec la capitale royale au centre. J'ai entendu dire qu'ils ont progressivement élargi le cercle au fil des siècles, créant ainsi une zone de culture plus sûre. Les gens de la compagnie Eshigoya, dans la capitale royale, m'en avaient parlé. Cependant, certains monstres pouvaient percer l'effet répulsif des poteaux, et d'autres avaient été laissés à l'intérieur lors de l'érection de la barrière, de sorte que la zone n'était pas totalement exempte de danger. D'ailleurs, j'avais déjà croisé un ranch financé par le gouvernement attaqué par des monstres. Pourtant, je n'avais jamais vu de champs aussi vastes et abondants, même dans le duché d'Ugosh. D'après les rivières et les canaux, il s'agissait principalement de champs de blé, et non de rizières. Quoi qu'il en soit, toutes ces terres agricoles devraient suffire à nourrir facilement la population de la capitale royale. Maître, notre altitude a baissé, je vous le signale. Le dirigeable volait à haute altitude jusqu'au survol du col de Van Wing, mais nous étions maintenant descendus à environ 180 mètres. Tu as raison, il n'est peut-être pas nécessaire de rester à haute altitude, vu la rareté des monstres près de la capitale royale. Même si quelqu'un était assez fou pour tenter d'attaquer un dirigeable, nous étions encore suffisamment hauts pour être hors de portée des flèches et des sorts. Un canon magique militaire pourrait atteindre la cible, mais je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait faire entrer clandestinement un canon équipé d'un immense fourneau magique sans se faire remarquer par l'armée royale. On voit beaucoup mieux le sol maintenant, commenta Lulu. En effet, je crois apercevoir un gros sanglier rond dans la forêt. Les yeux de Lisa brillèrent, tandis que Lulu souriait maladroitement. Si le paysage autour de la capitale royale était essentiellement plat, quelques montagnes et vallées le long du chemin dissimulaient la capitale elle-même, mais la route principale menant à la capitale royale était bondée de carrosses et de voyageurs qui allaient et venaient. Si paisible, détendez-vous, agréable et calme, monsieur. Assis sur un banc du balcon, mes jeunes amis contemplaient avec tendresse ce paysage paisible. Sauf incident dramatique, nous atterririons très bientôt dans la capitale royale.